Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur 100% Cyclisme, le podcast du vélo en direct. Aujourd'hui, c'est la 7e et dernière étape de cette UAE Tour. On va enfin savoir qui va remporter le classement général. Le grand favori, c'est bien sûr l'actuel leader Tadej Pogačar. Est-ce qu'un autre coureur va réussir à l'inquiéter ? C'est peu probable, on va pas se mentir, mais il y aura d'autres enjeux. La victoire d'étape, qui par contre n'est pas forcément, va peut-être pas forcément revenir à Pogačar malgré tout. Et puis le podium, pour l'instant, c'est Joshua Tarling et Ivan Romeo qui sont 2 et 3e, avec respectivement 21 et 27 secondes de retard sur Pogačar. Mais ce n'est pas les meilleurs, les plus grands noms de ce groupe de poursuivants. On a Finn Fischer-Black, on a Jevine, on a Ciccone, on a Bilbao. On a Lennart Van Velt, on a Oscar Only qui sont tous derrière à une vingtaine de secondes de ces deux coureurs-là et qui vont se battre tout simplement pour ce podium. Ça se joue entre ces coureurs-là a priori. Ça ne se jouera pas en tout cas avec Carlos Rodriguez qui était pourtant au départ l'un des plus grands adversaires potentiels de Pogačar, mais il n'est pas au départ de cette 7e étape. Il a chuté hier dans le final de l'arrivée, de la 6e étape. Il a chuté en compagnie de l'Italien Matteo Malucelli et les deux ont abandonné, les deux ne prendront pas le part de cette étape et donc pas de Carlos Rodriguez pour venir inquiéter Tadej Pogačar. Il reste encore d'autres bons grimpeurs, Patrick Conrad, Pablo Castrillo, Mathieu Riccitello, le jeune américain, et Félix Gall qui est également toujours là, mais il est loin en classement général. Félix Gall, il est à 1 minute 40 de Tadej Pogačar, donc on voit mal Félix Gall reprendre tout ce temps à Pogačar. Côté français, le français le mieux classé, c'est Bruno Armirail. Il est 28e à 3 minutes 34. Il devrait a priori garder ce poste de meilleur français puisque le second Geoffrey Bouchard est à 9 minutes 48. Donc voilà, 6 minutes plus loin. Bruno Armirail qui va défendre cette place très honorifique de meilleur français. L'étape du jour, c'est donc le Djebel Lafitte. C'est tout plat. C'est tout plat pendant toute la première partie de l'étape, c'est-à-dire durant 165 km, on va dire. Et puis ensuite, il y a les 10 km de montée du Djebel Lafitte, 10,9 km d'ascension à 6,7% de moyenne et des passages à plus de 12%. Attention, le dernier kilomètre, par contre, lui est relativement plat avec même une petite descente, donc ça se jouera avant. Ça ne sera pas un sprint totalement en montée. Il faudra avoir fait la différence avant le dernier kilomètre. Sinon, ce sera une arrivée groupée. On ne fera pas de différence dans le dernier kilomètre qui est plat. On va voir le scénario de la course. Il y a 2 sprints intermédiaires au milieu pour aller prendre des petites secondes et pour consolider et définitivement remporter le maillot noir pour Georgi Djuric. Ce sera à peu près le seul intérêt de ce début de course avant l'ascension finale qui, elle, promet beaucoup. C'est parti pour la 7e et dernière étape de l'UAE Tour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% Cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0, mais pas de drapeau agité là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas de... Il doit y avoir un petit problème. Ah, c'est parce que Joshua Tarling n'est pas... Il est en retard, Joshua Tarling. Il a dû avoir un problème mécanique avec son maillot blanc de meilleur jeune, Joshua Tarling. Il est derrière une voiture, il est ramené dans le peloton. Voilà, si on a un problème, avant l'étape, on attend que tout le monde soit là dans le peloton avant de donner le départ réel. Ça paraît assez logique, c'est sympa. Mais donc pour l'instant, on est déjà sur le parcours réel et donc évidemment, on attend. On est toujours coincé derrière la voiture du directeur de la course en attendant que Joshua Tarling rejoigne enfin le groupe. Ça ne saurait tarder. Ça y est, Tarling vient de rentrer et hop, c'est parti. Le drapeau agité et directement des attaques. Et on retrouve évidemment Georgi Djuric à l'attaque avec un de ses équipiers. Il a besoin que d'un petit point. On va dire qu'il a besoin exactement de 2 points pour être assuré d'être maillot noir, Djuric, et il va faire honneur à son maillot en allant le chercher. Il a un coureur de l'Israël Première Tech dans sa roue toutefois, pas de Bardiani pour l'instant. Je pense que les Bardiani, je ne suis pas sûr qu'ils aillent à l'avant aujourd'hui. Ils savent que c'est quasiment perdu d'avance pour l'instant. Donc 3 hommes, un coéquipier, je ne sais pas si c'est Sbaragli peut-être, ou Samoudio avec Djuric, et un coureur de l'Israël. C'est commencé à fond les ballons. Il y a d'autres coureurs qui sont partis. Il y a un autre coureur de l'Israël Première Tech qui a rejoint les hommes de devant. Il y a un coureur de la Astana qui tente également, non, de la Bardiani,
qui tente de faire le jump. C'est a priori l'Israël, là, elle veut être devant. Est-ce que c'est Christopher Froome peut-être qui est à l'avant aujourd'hui? On l'a pas vu, hein, évidemment, Christopher Froome, il n'est pas un danger au général, il est déjà loin. Il y a beaucoup de vent, hein, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc le peloton est vigilant pour l'instant. Il y a des attaques un peu de partout. Les 4 hommes de tête n'ont pas encore pris une avance significative, mais ça pourrait peut-être le faire. On a encore un coureur là intercalé entre les 4 hommes et le peloton. On a donc pour l'instant 2 Vini Fantini et 2 Israël Première Tech en tête. Mais d'autres coureurs essayent encore de sortir. Et c'est Lutsenko, hein. C'est Alexei Lutsenko qui est parti pour Israël Première Tech. Il n'est plus chez Astana, Lutsenko, il est chez Israël. Et il est parti avec un équipier. Allez, 2 nouveaux coureurs qui tentent de partir. Encore un coureur de la Vini Fantini et un coureur de la Lotto. C'est Logan Curry qui est parti. C'est Samudio qui est dans sa roue. Voilà, on va retrouver encore Samudio, Sbaragli et Djuric peut-être à l'avant. C'est pas fait encore, hein. Ils sont pas revenus, hein. Les 4 hommes de tête, ils roulent à fond, mais le peloton, il veut pas laisser passer cette échappée trop loin. Surtout que voilà, Lutsenko, c'est un bon client. Allez, non, il y a encore plein d'autres coureurs qui sentent de partir, c'est pas fait. Il y a un coureur de l'Astana, il y a 3 autres coureurs qui sortent, plus un autre, plus 2 autres. Oh, il y a du monde. Il y a du monde qui veut prendre l'échappée. Ils se disent que peut-être, vu que ça ne va pas finir au sprint, peut-être que la Team Emirates ne va pas aller poursuivre l'échappée. S'il n'y a personne de dangereux vraiment au général devant, ils vont peut-être laisser l'échappée se disputer la victoire. Et puis Pogacar, lui, s'occuper du général en laissant, en ne s'occupant pas de l'échappée. C'est possible aussi, en tout cas, c'est ce que croient les coureurs, parce que là, on a beaucoup plus de monde intéressé pour y aller que lors des étapes de plat. Et là, s'ils veulent y aller, c'est pas pour le maillot noir, hein. Ils n'en ont plus rien à faire. Ça sera pour Djuric, a priori. Donc, s'ils veulent y aller, c'est pour espérer une victoire d'étape. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui veulent y aller. Pour l'instant, on a 4 hommes devant. Pierre-André Côté, voilà, c'est l'autre coureur de l'Israël Première Tech avec Alexei Lutsenko, le Canadien et le Kazakh. Et puis Georgi Djuric, le maillot noir accompagné, il me semble, de Christian Sbaragli pour la Vini Fantini. Mais voilà, plein d'autres coureurs qui veulent les rejoindre. On a vu derrière, on a vu Logan Curry pour la Lotto et Carlos Samudio. Et puis on a vu d'autres coureurs dont on n'a pas vu les numéros, les dossards, les noms. Mais elle n'est pas faite encore, c'est échappé. Allez, c'est pas Sbaragli. C'est pas Sbaragli qui est avec Djuric, c'est l'autre Serbe de cette équipe, Dusan Radjovic, qui a fait 6e hier le sprinter. Donc aujourd'hui, voilà, il s'est fait plaisir. Il a fait un bon résultat hier. Aujourd'hui, son boulot, c'est de travailler pour Djuric pour sécuriser définitivement ce maillot noir. On ne l'avait pas encore vu à l'avant, Radjovic. Eh ben, c'est chose faite. Et il y a encore des coureurs qui tentent de sortir. Un coureur de la Pitnik Postenel, un coureur de la Visma Lease Bike. Il y a du monde intéressé, mais du coup, il y a un peloton aussi qui ne laisse pas partir tout le monde. Pour l'instant, ils sont toujours que 4 à être sortis. Mais ils n'ont pas beaucoup d'avance, hein. Vu que ça roule très fort derrière, il y a des attaques, des contre-attaques. Ils ne sont pas encore définitivement sortis d'affaire déjà, les 4, et pas sûr qu'ils soient que 4, et pas sûr même qu'ils ne soient pas finis par être repris par le peloton. Mais ils ont quand même déjà là, je compte à peu près une vingtaine, 20-25 secondes d'avance sur le peloton. Et un peloton qui est de nouveau groupé, sans aucune échappée. Mais voilà, encore une attaque. Un coureur de l'Alpecin de Koenig avec... un coureur d'Emirates dans sa roue, c'est Florian Vermeersch qui accompagne le mouvement de Jonas Rickardt pour l'Alpecin de Koenig. Et allez, un coureur d'Ineos, Kieva, et un coureur de la Tudor. Ah là, c'est vraiment une belle... Voilà. Là, on a enfin une bataille pour l'échapper, ce qu'on avait assez peu eu les jours précédents. Allez, Logan Curry pour la Lotto qui retourne également. Oh, attention, il y a une chute là. Oh, Chris Froome. On a Arvid de Klein. On a Jack Grooting-Gray pour IF. Ah là là, on a coureur de la Visma, là, c'est qui? Il me semble que c'est Bereng, Niklas Bereng. Ah là, c'est en début d'étape, voilà. Il y a un coureur de l'Intermarché, un coureur de la Bahrain Victorious, il y a du monde, au moins 10 coureurs là. Il y a Joshua Tarling il est debout, mais il est tombé aussi, Tarling. Il est pas encore reparti, il a l'air de bien aller, ça a l'air d'être plus compliqué pour Chris Froome. Ah, Joshua Tarling, il se tient le coude. Alors, pour la Bahreïn, c'était qui était là? C'était Torsten Train qui est également chuté. Il vient de repartir. Joshua Tarling aussi vient de repartir. Chris Froome, lui, il est toujours assis par terre, tout comme le coureur de la Tudor, Arvid de Klein. Pour l'Intermarché Venti, c'était peut-être Gerben Kuipers, il me semble, qui était... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On revoit le ralenti. Ah, on voit pas. C'est au milieu du peloton. On voit juste la fin.
On voit juste la fin et ça tombe. Il y avait un trottoir un petit peu caché au milieu de la route. Je pense que quelqu'un se l'est pris et puis voilà, l'effet domino. Allez, Tarling est de retour sur son vélo. Ça a l'air d'aller. Il va falloir qu'il rentre. Hein. C'est le deuxième du classement général, on le rappelle. Donc voilà, ça a de l'importance. Pendant ce temps, l'échappée est toujours à 4 devant, mais ils sont toujours pas fait d'écart significatif, définitif. Il y a toujours des coureurs intercalés derrière. Le peloton est vraiment pas loin. On le voit hein, derrière. Il est à 300 mètres derrière. La chute n'a pas désorganisé la poursuite du peloton pour l'instant. On voit Niklas Behrens pour la Visma Lease Bike qui est toujours assis sur le trottoir, qui se tient son épaule. Ça sent l'abandon pour ce coureur. Ça sent l'abandon pour Chris Froome aussi, qui est toujours par terre, et pour Arvid De Klein. On a 3 coureurs. Ils sont tous les 3 assis. Ils sont tous les 3 partis pour abandonner, à mon avis. C'est la dernière étape en plus, donc là, ils sont trop loin. Christopher Froome, il est allongé. Ça va, il est conscient, mais voilà. Ils sont tous les 3 fait mal, et à mon avis, là, c'est 3 abandons de plus. C'est dommage, là, en début d'étape. Et on espère que ça influencera pas trop le reste de leur saison à ces coureurs. Et pourtant, et devant, ça continue d'attaquer. On a 3 nouveaux coureurs qui viennent de partir, avec un coureur de... Tiens, j'ai vu le maillot vert là, de Jonathan Milan, il me semble, qui est aussi à l'avant. Allez, autour de Rob Geis de l'Alpecin de Koenig de sortir. Et encore un coureur de la Tudor qui tente de le rattraper, Arthur Klickers. Ah, et Tarozzi, on ne l'avait pas vu encore, ça y est, Tarozzi qui essaye de sortir. Ah, on a encore des coureurs, ça n'arrête pas. Hein. Joseph Cerny pour la Soudal Quick-Step, un coureur de la Visma Lease Bike. C'est toujours pas fait. On est à 161 km de l'arrivée. On est parti déjà depuis 15 km. Et toujours pas d'échappée définitive, même si on a toujours les 4 hommes à l'avant, mais leur avance est toujours très ténue, puisque tous ceux qui tentent de les rejoindre sont rattrapés par le peloton, mais ça veut dire que le rythme est très 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 rapide, et que donc il n'y a toujours pas un écart suffisant pour que cette échappée soit tranquille et puisse relâcher sur tous ses efforts. Et ça continue avec encore un coureur de la Quick Step, un coureur de la Lotto, un coureur de la Tudor, mais à chaque fois, le peloton revient. On a la Red Bull Boransgro qui travaille beaucoup d'ailleurs pour reprendre ses échappées. On veut travailler pour Finn Fisher Black, je suppose. Voilà, il y a un coureur de la Soudal Quick Step d'ailleurs qui se retourne en s'énervant de voir ce peloton revenir toujours sur eux. C'est compliqué de prendre l'échappée. Allez, peut-être que ces deux-là ont réussi à sortir. Là, la Lotto et le Soudal Quick Step, c'est peut-être les 2 derniers qui... Il y a eu des attaques de partout. Hein. J'ai même pas eu le temps de tous les dire. C'était vraiment, vraiment tendu. Là, on a ces deux-là. Ils semblent avoir fait un bon coup. Le peloton qui semble un petit peu se remettre là. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la jonction avec les 4 de devant? Allez, encore un coureur qui vient de sortir tout seul. Il est bien sorti. Il a fait une bonne attaque. Le peloton ne l'a pas suivi. C'est peut-être un 7e coureur peut-être pour cette échappée. C'est Logan Curry pour la Lotto qui y est retourné, accompagné de Heiko Bastians pour la Soudal Quick Step. Voilà, 2 nouveaux coureurs qui sont réussis à s'extirper finalement de ce peloton. Ça va demander des gros efforts. Bastians, c'est lui qui s'énervait sur le peloton qui revenait trop fort à chaque fois. Il a raison de s'énerver parce que ça a fait peur, je ne sais pas, aux poursuivants. En tout cas, ils l'ont a priori laissé partir ces deux-là. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir sur les 4 de devant? Et ça continue. Il y a encore un coureur de la Vini Fantini qui y va et encore un coureur de la Bardiani. Qui c'est qui va pour la Bardiani là? Il me semble que c'est pas Tarozzi cette fois-ci. C'est Enrico Zanoncello. Alors que tiens, on voit le plan de Joshua Tarling qui rentre dans le peloton. Il a dû donner pour revenir parce que ça va tellement vite. Mais il est rentré. Bon, il a dû céder des voitures aussi comme il a chuté. C'est important c'est lui qui a le maillot blanc. Donc là, c'est un maillot distinctif. Il est diminué. Il y a d'autres coureurs qui vont peut-être pouvoir se mêler et lui chipper ce maillot blanc au cours de cette dernière étape. C'est important. Alors quand il y a un coureur qui est parti tout seul là, dans le groupe de 4, il y a un coureur qui a attaqué. C'est Lutsenko. Lutsenko, il est parti un petit peu tout seul. Et les 3 autres ne suivent pas. Alors ils se font rattraper du coup par les 2 autres là, par le coureur de la Lotto, par Logan Curry et par Bastians. Et Bastians, c'est un nerveux. Direct, il arrive et du coup les autres qui l'attendaient roulent pas plus. Et il s'énerve, il leur montre un grand geste en disant allez-y, roulez, nous on vient de faire un énorme effort pour rentrer. Je le connais pas Bastians, mais waouh, faut pas l'énerver. C'est déjà la 2e fois qu'il fait des grands gestes. En plus, il a une énorme carrure. Et en tout cas, donc pour l'instant, on a Lutsenko désormais seul en tête
avec 5 hommes derrière. Et c'est Dusan Rajovic finalement qui mène ce groupe de 5. Rajovic se retourne, Djuric qui passe un relais. On se demande si ça vaut le coup de faire tous ces efforts, car parce que pour l'instant, il y a toujours que quelques secondes d'avance sur le peloton. Et à Jonathan Milan qui attaque à son tour dans le peloton. C'est incroyable. Ça va prendre du temps. Elle n'est pas faite cette échappée du tout. Peut-être que Milan, il y va pour, je sais pas, sécuriser son maillot vert. Il y a des points pour le maillot vert à prendre aussi dans ses sprints intermédiaires. Il est suivi par Gerben Kuipers pour l'Intermarché. C'est pas lui qui a dû tomber tout à l'heure alors. C'est peut-être Adrien Petit, le Français, qui est tombé. Ça m'étonnerait qu'il chute et qu'il se permette d'attaquer ensuite quelques kilomètres plus loin. Ils sont partis, le peloton, là, qui en a laissé partir finalement pas mal. Là. Il me semble qu'il y a Lutsenko, il y a le groupe de 5, il y en a 3 autres intercalés, puis Milan et Kuipers. Et l'écart qui a légèrement grandi désormais entre Lutsenko et le peloton doit avoir passé les 30 secondes là. Est-ce que c'est bien malin aussi de la part de Lutsenko d'être tout seul alors qu'il y a plein de coureurs derrière qui pourraient lui donner un coup de main? On se retourne beaucoup là dans le groupe de 5 pour voir où est le peloton derrière, pour voir qui également tente de les rejoindre. Est-ce qu'on les attend? Est-ce qu'on essaie de rattraper Lutsenko? Allez, Lutsenko, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu relevé pour attendre les 5 de derrière. Est-ce que son mouvement était peut-être pour énerver un petit peu ce groupe? Alors que on apprend l'abandon. Voilà, abandon de Chris Froome, c'est officiel. La quadruple vainqueur du Tour de France quand même, Chris Froome, qui n'a plus jamais été retrouvé son niveau suite à sa chute lors du Critérium de Dauphiné. C'était en 2019, il me semble, à Rouen. Et il continue malgré tout, et c'est peut-être sa dernière saison. Et au début, on trouvait ça un petit peu ridicule ce qu'il faisait. Et maintenant, on peut que s'incliner devant sa persévérance. Mais il sait qu'il ne retrouvera jamais désormais son meilleur niveau. Il espère une dernière victoire de prestige. Et il retentera cette année une dernière victoire. Ça serait beau, une victoire d'étape. Sur le Tour de France, ce serait évidemment incroyable. Allez, Niklas Behrens de la Visma Lease Bike qui abandonne également, c'est officiel. Et Arvid de Klein aussi. Les trois coureurs là. C'était assez clair, ils abandonnent tous les 3. Allez, on a 6 hommes en tête et on a donc 3 coureurs qui finalement reviennent. On n'avait pas vu qui c'était Samudio avec Zanoncello et c'est Bruno Armirail qui est là. C'est Bruno Armirail qui est là pour la Décathlon, AG2R la mondiale. Ça c'est bien joué de Bruno Armirail. On l'avait pas vu, il a dû faire une seule attaque parce qu'il y a des coureurs comme Logan Curry qu'on a vu attaquer plein de fois. Lui il en a fait une et ça suffit pour prendre la bonne échappée. Donc il n'a pas celui qui a fait le plus d'efforts, même si là il donne un énorme effort pour rejoindre. Et voilà, on a 9 hommes en tête désormais. 9 hommes en tête désormais, avec donc Logan Curry, Bruno Armirail, Pierre-André Côté, Alexei Lutsenko, Georgi Djuric, Dusan Rajovic, et puis Carlos Samudio également. 3 coureurs encore de la Vini Fantini avec Bastians et Zanoncello pour la Bardiani. Et il reste encore 3 coureurs intercalés. Jonathan Milan avec Gerben Kuipers pour l'Intermarché Venti et avec également Rob Geiss pour l'Alpecin de Koenig. Est-ce que ces 3 coureurs-là, ça va être dur? Je pense pour ces 3 coureurs de joindre les hommes de tête. La situation est en tout cas enfin un peu plus claire. Là, avec ces 9 hommes de tête, ces 3 poursuivants et le peloton derrière qui va vite. Il est un petit peu toujours en file indienne. Et l'écart qui a enfin grandi. 50 secondes d'avance pour les 9 hommes de tête sur le peloton. Le groupe Milan de poursuivants est à 15 secondes derrière, donc ça pourrait rentrer pour Milan. Et on se retrouverait alors avec 12 hommes à l'avant. Soit largement la plus grosse échappée qu'on ait vue sur cette UAE Tour. Quoique le jour de l'échappée de Tadej Pogačar, ils étaient 9 à l'avant avec Tadej Pogačar. Là, ils seront 12. Et c'est pas le maillot rouge qui sera avec, mais c'est le maillot vert de Jonathan Milan qui, ça va rentrer. Ça va rentrer pour ces 3-là. 12 coureurs, on va se retrouver à l'avant. Ça aurait été, dis donc, ils se seront battus. Ils se seront battus, le peloton aura été... en fait, le peloton roulait parce que toutes les équipes un peu voulaient mettre un échappé à l'avant. Désormais, voilà. Le travail à payer pour ces 12-là. Allez, la jonction n'est pas encore faite pour les 3 de derrière, mais ça devrait se faire incessamment sous peu. On est à 149 km désormais de l'arrivée. 126 km de l'arrivée. Les 12 hommes de tête qui sont bel et bien ensemble, ils ont 2 minutes 14, mais là, il y a du vent très 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 fort. Je ne sais pas à combien sont les rafales, mais il y a du gros vent et du coup dans le peloton, ça s'excite d'un coup. On voit même Finn Fischer-Black lui-même en train de rouler en tête du peloton. On ne voit pas où est Pogačar. Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de piéger Pogačar? Oh, il y a des trous. Il y a des trous, mais Pogačar s'est pas fait avoir. Il s'est pas fait avoir. Il est là dans un premier groupe là d'une vingtaine d'hommes.
Derrière, il y a un groupe de 10 hommes. Derrière, il y a le peloton un peu plus... on voit les arbres. Mais c'est presque une tempête, là. Il y a des et là, le peloton va se scinder terriblement, là, si ça dure longtemps, ce passage venteux. Il y en a un peu de partout, là. C'est la Red Bull Boranzro qui a fait vraiment le principal de ce mouvement-là. Ils sont 3 devant, avec Sam Welsford, avec Ryan Mullen, avec Finn Fisher Black. Ça, c'est bien joué. Pour Finn Fisher Black, le but, c'est... il n'a pas lâché Pogacar qui a été vigilant, mais il y a d'autres coureurs dangereux au général qui ont été pris. Oh là là, il y a des coureurs isolés partout là, derrière le groupe de 20 coureurs de tête. Et tout seul face à ce vent, c'est compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux faire un énorme effort pour rejoindre le groupe de tête? Est-ce qu'il vaut mieux se laisser rattraper par le groupe derrière et avec la force collective? C'est la Visma Lease Bike qui roule derrière, qui s'est fait avoir. Ah ouais, il y a un gros écart là. Là, désormais, il y a un gros écart entre le groupe de tête, le groupe Pogacar, Fisher Black. Je vois plusieurs coureurs de la Movistar aussi. Donc, Ivan Romeo, le 3e du général, doit être là. J'ai pas vu Joshua Tarling, par contre. Alors qu'on apprend un autre abandon, juste à l'instant. Thorsten Trein, il était tombé, lui aussi, le coureur de la Bahrain Victorious. Et il abandonne aussi. Mais là, devant, ça roule. Ça roule pour la Red Bull, ça roule pour l'Alpecin, ça roule pour la Movistar. Ça roule pour la Soudal Quick-Step. Il y a un gros coup à faire là. Il y a un gros coup à faire parce que là, l'écart est énorme désormais entre ce groupe et le reste du peloton. Est-ce qu'il y a des coureurs du classement général piégés là dans ce deuxième groupe? On n'a pas trop vu pour l'instant. Où est Van Edvelt? Où est Bilbao? Où est Ciccone? Où est Oscar Only? On roule pour... Il y a l'IF qui roule. IDF Education Easy Post qui roule. Donc ils se sont fait avoir. Esteban Chavez, Hugh Carty ne sont pas devant. Jay Vine est dans ce deuxième groupe aussi. Et là, c'est pas bon pour Pogacar, bien sûr. Son équipier, son dernier équipier, normalement en montagne, pour la montée finale, ça peut être un problème. Alors bon, ils ne sont pas encore irrémédiablement lâchés, mais là, Jay Vine est un des perdants. Je vois que ça roule pour la Lotto aussi. Donc, il est possible que Lennart Van Edvelt soit dans ce deuxième groupe aussi. Alors que Tarling, s'il est dans le premier groupe. Joshua Tarling, bien joué, à mon sens. Après, c'est son problème technique en début d'étape, puis sa chute, il est là, il est dans le bon groupe, un groupe de 10, 20, 30, allez, on va dire 30 coureurs là à l'avant, en compagnie de Pogacar. Ils ont plus, bien sûr, l'écart avec l'échappée c'est réduit, 1,44 avec les 12 hommes de tête, et vu que là, forcément, ils roulent à fond pour distancer ceux de derrière, ils vont peut-être reprendre l'échappée assez rapidement au final. Voilà, le deuxième groupe, lui, il est pointé à 2,27. Donc, c'est quasiment déjà 50 secondes de retard entre les deux groupes. Ah, c'est énorme. C'est énorme. 116 km de l'arrivée et on approche de ce premier sprint intermédiaire. Les 12 hommes ne sont plus que 11 en tête. Carlos Samudio, il a abdiqué. Ça y est, il est fatigué. Samudio, il a tout donné pendant tous les jours. Et donc, il n'a pas pu donner plus que ça. Il a lâché, ils ne sont plus que 11 devant. Et ils n'ont plus qu'une minute 12 d'avance sur le groupe Pogacar. Et 2 minutes 16 sur le groupe derrière. Alors dans ce groupe, le groupe des perdants, on a Van Edvelt qui est le 8e du général et puis surtout le tenant du titre. On a aussi Jay Vine, 5e du général et qui ne pourra pas aider Tadej Pogacar. On a Michael Storer, le leader de la Tudor, qui s'est fait aussi fait avoir. On a Georg Steinhauser pour l'IF qui était 11e du classement général. Chavez et Carty étaient plus loin au classement général mais ça aurait pu être des potentiels pour la victoire d'étape, puisqu'ils étaient loin au général. Ils auraient pu avoir peut-être une chance pour l'étape. Voilà les principaux perdants. Only, Ciccone, Bilbao, eux, sont tous dans le premier groupe. Alors qu'on arrive au sprint, attendez, il y a Milan dans ce sprint, dans ce groupe. Donc pour Djuric, ça va être compliqué de prendre les 8 points, mais il en a besoin que de 2. C'est Dusan Rajovic qui lance le sprint. Milan est en 3e position. Et Djuric, il ne va même pas faire le sprint. C'est Milan qui va y aller tranquillement. Ouais, Milan qui va le gagner facilement. Bon, Djuric, plutôt, prend la 2e place. Et c'est fait. C'est Rob Gies qui prend la 3e place. C'était un sprint un petit peu... Il était un peu tendu, ce sprint, alors que l'enjeu était minime, puisque les maillots étaient en vrai déjà plus ou moins sécurisés. Et il y a eu des petits coups pas très cool. Djuric, il est clairement fatigué, parce qu'il n'a pas du tout le même punch que d'habitude. Et il s'est fait couper la route là, par Rob Gies. Et ensuite, Djuric lui a mis quasiment un coup de roue arrière. Voilà, il y a eu
il y a eu de la tension là entre Rob Guiss et Djuric. C'est-à-dire que Rob Guiss, qu'est-ce qui vient se battre pour ses points? Ça sert à rien. Djuric, il était là toute la journée, il le mérite. Laisse-lui cette deuxième place derrière Milan. Qu'est-ce que t'as besoin? Ils ont failli tomber en faisant ça. Mais bon, allez, c'est officiel. Le maillot noir sera sur les épaules de Djuric et c'est aussi officiel. Hein, le maillot vert sera sur les épaules de Milan. Il ne reste plus que 2 à disputer, à donner le maillot rouge de Pogačar pour l'instant et le maillot blanc de Joshua Tarling. On est à 113 km de l'arrivée. Ces 11 hommes ont 1 minute 10 sur le groupe du maillot rouge et 2 minutes 17 sur le groupe des perdants qu'on ne devrait pas revoir, à mon avis. 2 minutes 17, le groupe Van Edvelt, Storer, Vine. Ils viennent de perdre très très gros sur ce petit mouvement de course initié par les Red Bull Bora-Hansgrohe dans une partie très venteuse. À mon avis, on va pas les revoir. Hein. 100 km de l'arrivée et les échappés vont être repris, tout simplement. Les 11 hommes, ils se sont un petit peu tranquillement relevés. Les 30 derrière roulent à fond. Et du coup, ils se sont relevés. Le prochain sprint intermédiaire n'intéresse ni Milan, ni Djuric, puisque c'est fait. L'échappée, ils avaient que une minute d'avance, ça allait trop vite. Donc ils se sont fait reprendre à l'instant, la pile aux 100 km. On n'a donc plus d'échappée, ou alors, je sais pas, on a échappé de 40 hommes et un peloton de 80, je ne sais pas. Non, là, c'est là le peloton et derrière, c'est les égarés qui se sont loupés. Ils sont à 1 minute 30 à peu près derrière. C'est vraiment... Waouh. On est donc encore très loin de l'arrivée. Ça va à un rythme fou cette étape. Et il y a toujours, bien sûr, encore du vent et des passages très venteux à affronter. Un petit focus, normalement, on fait un focus sur un des échappés. Mais ils viennent d'être pris. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Bon, on va faire hommage au seul Français qu'on a vu à l'avant aujourd'hui, Bruno Armirail. Parce que, voilà. Parce que j'ai décidé. Bruno Armirail, qui a fait la plupart de sa carrière du côté de la Groupama. Hein. Il a fait 6 saisons à la Groupama avant de rejoindre la Decathlon AG2R, la mondiale, l'an passé. C'est donc sa 2e saison chez la Decathlon. Et malgré sa grande carrière, il a 30 ans, on le connaît depuis longtemps, Armirail. Bon rouleur, il ne compte que 3 victoires dans sa carrière, dont 2 titres de champion de France du contre-la-montre en 2022 et en 2024. Il est le tenant du titre. Et une étape sur le Tour du Poitou-Charentes en 2023. C'était évidemment un chrono. Et c'est tout. Hein. Donc, c'est dommage. Il a fait des bons résultats sur les grands tours. Il a fait 7 grands tours. Il a fait 2 Tours de France, 4 Vuelta et 1 Giro. Son meilleur résultat, c'est 5e. Hein. Il a fait 5e sur la Vuelta. Il a fait 5e sur une étape du Giro. Sur le Tour de France, par contre, il n'a jamais fait mieux qu'une 12e place d'étape. Et au classement général, il allait chercher au mieux une 16e place quand même. Sur le Giro 2023, c'est quand même pas mal ce top 16, ce top 20, on va dire, pour Bruno Armirail. Du côté des monuments, il n'a fait que 5 monuments. Hein. 4 Liège-Bastogne-Liège et 1 Lombardie. Et là aussi, son meilleur classement, c'est 16e. C'est 16e sur le Liège-Bastogne-Liège 2022. Bruno Armirail qui reprend sa saison aujourd'hui, hein, sur le Tour Down Under, sur l'UAE Tour. Et on espère qu'il n'a donc aucune victoire en World Tour. Hein. C'est dommage, c'est 5e place sur la Vuelta. Il a fait 4e d'une étape du Tour Down Under. Il a fait 10e d'une étape du Tour de Pologne. Mais voilà, jamais de victoire et jamais même de podium sur une course World Tour. Ça serait bien qu'il en gagne une au moins, un joli chrono avant la fin de sa carrière, ou une échappée. Hein. C'est aussi un coureur qui sait faire les échappées, même si aujourd'hui ça n'a clairement pas marché puisque l'échappée a été reprise. Et derrière, ça commence à rentrer. L'écart qui diminue, plus que 58 secondes d'avance pour le groupe, le peloton principal ou le premier peloton sur le second. Est-ce que ça commence à fatiguer devant? Il faut dire que le groupe derrière est 2 fois plus important que le groupe devant, donc forcément, ils ont 2 fois plus de force pour rentrer. On va voir. En tout cas, ça commence un petit peu à diminuer l'écart. On est à 50 km de l'arrivée et le peloton principal où on compte Lennart Van Edvelt, Jay Vine, Michael Storer ou encore Georg Steinhauser n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Ils sont revenus à 45 secondes et puis petit à petit l'écart a repris un petit peu et ils ont fini par un petit peu lâcher pied. Là, ils sont à 1,57 de retard sur les 30-40 hommes de tête. On retrouve la plupart quand même des favoris du jour, hein, avec Pogačar, avec Bilbao, Ciccone, Finn Fischer-Black. Mais voilà, là on a donc un groupe de têtes regroupé et un peloton principal qui s'est fait
qui s'est fait avoir tout simplement et qui ne pourra pas jouer la victoire. Le plus principal perdant, c'est Van Velt. Et puis quand même, Pogačar, il a perdu du monde puisqu'il n'a plus que 2 équipiers avec lui. Et c'est pas forcément les meilleurs grimpeurs, c'est Florian Vermeersch et Hugues Regenotz qui sont avec lui. Non, Rune et Regotz. Oui, je suis dyslexique. Et il n'a pas Domen Novak et il n'a pas Jay Vine. Donc voilà, ça aura de l'importance. Alors que Finn Fisher-Black, lui, il a plus de monde avec lui. Et du coup, on va faire un petit focus sur Finn Fisher-Black qui devient un des favoris du jour. D'autant plus que c'est la Red Bull Bora Hansgrohe qui a fait le mouvement décisif, là, qui a scindé le peloton en deux. Fisher-Black, il est jeune, hein, il a 23 ans. C'est un Néo-Zélandais. Il avait commencé sa carrière du côté de la Jumbo-Visma quand il était jeune, avant de signer à la Team Emirates en 2021. Il y a passé 4 ans à la Team Emirates avant de rejoindre cette année la Red Bull Bora Hansgrohe. Donc il découvre un petit peu sa nouvelle équipe et il a plutôt bien commencé en étant champion notamment de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre. C'était la 5e victoire de sa carrière après une victoire sur le Tour de Sicile en 2023, sur le Tour des Asturies en 2024, sur le Tour d'Oman également en 2024 et il a remporté la Muscat Classic aussi l'an passé en 2024. Donc voilà, 5 victoires, aucune victoire toutefois sur des courses World Tour. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, serait la première ? Lui qui avait fait deuxième, on se rappelle, lors de la première étape, hein, c'était une arrivée plutôt au sprint, mais il avait réussi à prendre la 2e place juste derrière Jonathan Milan, suite notamment au déclassement de Philipsen. Il n'a fait qu'un seul grand tour dans sa carrière, c'était la Vuelta en 2023, et là aussi, il est allé chercher une 2e place. Malheureusement, donc pas de victoire, il avait fini seulement 40e du classement général. Et puis, il a participé à Liège-Bastogne-Liège et au Tour de Lombardie l'an passé, mais il n'a jamais réussi à finir. Il a abandonné les 2 fois. Donc voilà, c'est surtout cette 2e place sur la Vuelta qui a dû le décevoir parce qu'il n'a donc toujours pas de course de victoire en World Tour. Mais pourquoi pas aujourd'hui pour le Néo-Zélandais. Il est en tout cas dans le bon groupe et il n'est pas avec les retardés du peloton. Il est dans le groupe de tête et notamment grâce au mouvement de son équipe. Ça veut dire qu'il se sent bien, qu'il se sent en forme. Il faudra donc le surveiller dans la montée finale. On n'est plus qu'à 46 km de l'arrivée. Ah, une dernière petite révolution dans la course pour le maillot noir. Georgi Djuric qui avait fini 2e du premier sprint intermédiaire, mais je vous avais dit qu'il avait donné un petit coup de roue à Rob Geiss, je crois qu'on dit plutôt. Eh ben, il était disqualifié de ce sprint. Elle a même eu une pénalité de moins 2 points. Donc au lieu de gagner 5 points, Djuric a eu moins 2 points. Mais ça ne relance pas la course pour le maillot noir, même avec ces 2 points de perdus, vu que ni Taruzzi ni Samudio n'ont pris 2 points lors de ce sprint. Il aura toujours le maillot noir à la fin. Faut juste pas qu'il se fasse disqualifier complètement de la course, mais non, ça ne le méritait pas. Voilà, il y a un dernier petit coup de suspense avec ce moins 2 points. Il reste encore un sprint à disputer. On y sera bientôt. On est à 25 km là, de l'arrivée pour le groupe de tête. Ils ont 2 minutes 25 d'avance sur le peloton. Mais c'est un dernier sprint qui n'aura pas d'incidence pour le maillot noir. Et par contre, il pourra avoir de l'incidence pour le classement général parce qu'il y a des secondes à prendre. Il y a 3, 2 et 1 seconde. Et on a bien sûr des coureurs du classement général dans ce groupe avec notamment Pogačar et tous les autres. Donc probablement qu'ils vont se disputer ces secondes-là juste avant d'entamer la dernière ascension. Allez, on y est. On va voir qui va prendre ces secondes. Ou est-ce que Milan qui est toujours là, et Tim Merlier aussi, son principal adversaire dans la course au maillot vert, est toujours là. Vont-ils y aller un petit peu pour l'honneur, parce que pour que Milan perde son maillot vert, il faudrait que Merlier gagne ce sprint, mais surtout qu'il gagne l'étape derrière. Autant vous dire que c'est pas vraiment possible. Et par contre, Tadej Pogačar n'est plus un danger non plus, parce qu'il a désormais 31 points d'avance sur Pogačar, et donc si Pogačar remporte ce sprint et l'étape, il n'aurait que 20, ça lui rapporterait 28 points. Et donc il a toujours 3 points de retard sur Milan. Donc a priori, il n'y a pas d'intérêt pour Milan d'aller faire le sprint. Il n'y a pas d'intérêt non plus pour Djuric qui a suffisamment de points pour le maillot noir. Donc pour moi, l'intérêt, c'est le classement général. Et ça devrait donc Pogačar et puis on va voir ce que font notamment Tarling et Romeo, les 2 et 3e du classement général qui sont là. Et aussi qui, eux, se battent entre eux. Ils ont un petit peu une bataille entre eux pour le maillot blanc.
Après, il faut aussi ne pas perdre trop d'énergie, puisqu'on est à 15 km de l'arrivée. L'ascension va commencer peu de temps après ce sprint, donc pas non plus trop se vider pour ces quelques secondes. Si c'est pour en perdre ensuite 30 dans l'ascension parce qu'on a trop donné sur le sprint, ce serait un petit peu stupide. Et c'est Jonathan Milan qui y va, et il a dans sa roue, il a Carlos Samudio dans sa roue. Et en fait, Carlos Samudio, il y va pour assurer sa deuxième place au classement du maillot noir, puisqu'il est ex-aequo avec Tarozzi, mais il est derrière au classement général. Et là, en prenant quelques points, il va prendre le point qui lui assure la deuxième place. Et derrière, il y a Tim Merlier qui sort. Pour aller chercher aussi une place. Le superbe sprint entre Samudio et Milan. Il rigole, bien sûr, Samudio. Il savait qu'il avait aucune chance de battre Milan, mais il passe deuxième. Et Merlier qui passe troisième, lui aussi, pour, on va dire, sécuriser peut-être sa deuxième place à ce classement du maillot vert. Assez beau de revoir Samudio une dernière fois sur un sprint. Djuric, lui, il n'y est pas allé. Superbe ce qu'a fait Samudio. Il est tellement plus petit que Milan et Merlier, c'était assez drôle de le voir dans ce coup-là. Milan, il n'a pas vraiment sprinté, il regardait Samudio sur sa roue. Dès que Samudio attendait d'y aller, hop, il remettait un petit coup pour être sûr que Samudio ne passe pas. Mais voilà, c'était vraiment dans bon esprit. Et du coup, voilà, Djuric sera premier et Samudio sera deuxième de ce classement du maillot noir. Et Tarozzi, malheureusement, alors que c'est peut-être lui qui a le plus donné, qui a été le plus souvent à l'avant, sauf aujourd'hui, ne fera que troisième. Allez, on est à 13 km de l'arrivée. On ne parle plus vraiment du peloton. Le peloton, il est à 3 minutes derrière. Donc, le peloton, c'est le groupe avec Van Edvelt, avec Jevine notamment, qui est très loin. Tiens, et puis c'est marrant. Milan, il se relève immédiatement. Ça monte même pas encore, mais il se relève. Il va aller tout doucement jusqu'à l'arrivée. Le but, c'est d'arriver sans se fatiguer. Il a complètement lâché là. Il a fait, ça y est, le boulot pour la journée. Bien joué, Milan. Sera assurément, lui aussi, avec un maillot distinctif ce soir. Ce sera le maillot vert du classement par points. Et c'est parti pour cette ascension du Jebel Lafitte. Et c'est les deux coureurs de la Team Emirates qui immédiatement font le train. Florian Vermic et Rune Eregots. Et directement, il y a beaucoup de coureurs qui sont distancés. Alors, c'est plutôt des coureurs qui n'insistent pas. On a vu Tim Merlier, on a vu Samudio, on a vu Gerben Kuipers. Tous les coureurs qui n'ont pas grand intérêt au classement général. Qui lâchent parce que Pierre-André Côté, les coureurs qui étaient dans l'échappée aussi. Mais du coup, c'est un tout petit groupe qui arrive, un tout petit peloton. Ils étaient 43. Ils étaient 43 exactement. J'ai l'impression qu'ils sont déjà plus qu'une vingtaine, 25. Tous ceux qui n'ont rien à voir au classement général, aucune chance de victoire d'étape, se sont laissés distancer un petit peu, quasiment volontairement. Bruno Armirail, là, en toute fin, lui, il s'accroche, Bruno Armirail, mais il a du mal. On est à 10 km tout pile de l'arrivée et les choses sérieuses ont commencé. Ça diminue à une vitesse folle. Voilà, pour Bruno Armirail, ça va être trop dur. C'est fini aussi pour Dan Hull de la Lidl Trek. Ils sont déjà plus que 15 coureurs dans ce groupe de tête. C'est toujours Florian Vermirsch qui lead. Il a Rune Eregots dans sa roue. Puis Oscar Only. Pogacar est lui en 4e position avec Giulio Ciccone dans sa roue. C'est pour l'instant toujours une course à l'élimination. Bien que Jevine ne soit pas là, bien que Domen Novak ne soit pas là pour l'ascension. Pour l'instant, le travail de Florian Vermirsch suffit à en fatiguer beaucoup. Joshua Tarling, lui, est toujours là avec son maillot blanc. Il va s'accrocher au maximum, mais ça va être dur. Ça va être dur à mon avis face à des meilleurs grimpeurs que lui quand même, que son Romeo notamment. Et il y a d'autres coureurs au classement de ce meilleur jeune qui sont impliqués, notamment Finn Fischer-Black ou Oscar Only. Pour l'instant, c'est Alexei Lutsenko qui ferme la marche juste derrière Joshua Tarling. Qui on a encore dans ce groupe? On a encore Luc Durbridge pour la Jayco Alula. On a encore Ramses De Bruyne, coureur de l'Alpecin de Koninck. Tiens, qu'on ne s'attendait pas à voir là. Un des rares, on va dire, inconnus à être encore dans ce groupe. Ivan Romeo donc, est toujours là pour la Movistar, accompagné de Manlio Moro. Je ne vois pas de Pablo Castrillo, par contre. Il me semble qu'il n'est pas là. Allez, Vermirsch a lâché. C'est au tour de Rune Eregots. C'est le dernier. C'est le dernier équipé de Pogacar, désormais. Les autres coureurs qui sont encore là, que je n'ai pas cités. Peyo Bilbao. Alors que ça lâche. Ça lâche pour Tarling. Ça lâche pour Tarling, pour Durbridge. Et pour Lutsenko. Ça lâche pour qui on a vu aussi là, qui a lâché. On n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 11 coureurs. 11 coureurs dans ce groupe. On a un coureur d'Astana encore qui est là. J'ai pas vu qui c'était, le coureur d'Astana. Est-ce que c'est... Ah, c'est Harold Tarada. C'est Harold Tarada, le 10e du classement général, oui, qui est là pour Astana. On a un coureur de la Soudal Quick-Step également présent. C'est Junior Le Cerf. William Junior Le Cerf qui est encore là. Bravo. Ramses De Bruyne s'accroche encore, Ramses De Bruyne.
Et voilà, j'ai à peu près dit tout le monde. Il y a encore Patrick Conrad aussi pour la Lidl Trek avec Giulio Ciccone. Voilà les 11 coureurs. Tarling, lui, il a lâché. Donc Tarling, là, le podium s'envole, le maillot blanc également. On est à 8 km du sommet. Et c'est parti pour l'attaque. C'est l'attaque de Pogačar. René Rigots a arrêté son effort et on est très loin de l'arrivée. On est à 7,6 km et il a déjà attaqué. Il n'y a que Ciccone qui a réussi à le suivre et Oscar Onley. Pour l'instant, il n'y a que Ciccone et Onley qui le suivent. Phil Fischer-Black est dans un deuxième temps. Et attention, Pogačar en remet une. Ciccone ne peut plus suivre. C'est Onley désormais qui fait la lutte, mais il a fait un premier écart. On est à 7,5 km du sommet. Et Pogačar, hop là, il passe sous une petite branche. Il est parti. Il n'y a que Onley qui semble en mesure de le suivre. Il revient petit à petit avec Ciccone dans sa roue. Finn Fischer-Black, par contre, là, il a lâché. Finn Fischer-Black, il est en 4e position, mais il est déjà beaucoup plus loin. Derrière, ça a explosé immédiatement. Une attaque et boum. Le groupe de 11 coureurs a complètement explosé. Là, tout le monde est un petit peu intercalé partout. Et Oscar Onley qui finalement lâche un petit peu. L'écart qui grandit légèrement désormais. Pogačar qui a une quinzaine de mètres d'avance sur le duo Onley-Ciccone. Finn Fischer-Black est déjà à 100 mètres plus loin. Derrière, on a le groupe. C'est Terrada qui est un des grands perdants. Il a du mal, Terrada. Accompagné avec Junior Le Cerf, avec Ramses De Bruyne. Et intercalé, on a les autres coureurs, notamment les coureurs de la Movistar avec Romeo. Bon, bah là c'est clair. Il y a encore 7 km d'ascension. Et Pogačar est parti pour faire son numéro. Il n'avait plus d'équipier. Il n'y avait plus de Jevan, il n'y avait pas Domen Novak. Donc il n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'il y aille une fois que Rigots n'en avait plus dans le réservoir. Et c'est ce qu'il a fait. Peu importe le temps d'ascension qui restait, il fallait qu'il y aille. Et boum. Et boum, 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 la cartouche. Désormais, l'intérêt, Pogačar, à mon avis, à moins d'un effondrement, il est parti pour la victoire et le général. Derrière, c'est donc Ciccone et Onley qui font la bonne affaire, peut-être au classement général, pour aller chercher un podium. Pour l'instant, Onley est 5e. Onley est 10e de ce classement. Ciccone est 6e. Et voilà, et vu que Tarling a lâché de loin, c'est Romeo qu'il faut essayer de lâcher. Romeo, il est donc dans un 4e échelon. Avec c'est Pablo Castrillo qui est là et qui le mène, et il est accompagné de Pello Bilbao. Ils sont en train de revenir sur Finn Fischer-Black. La course, elle est là maintenant, cette course pour ce podium. On est à 5 km de l'arrivée. Pogačar seul en tête. Il a 33 secondes d'avance sur le duo Onley-Ciccone. Et ces deux hommes ont une quinzaine de secondes d'avance sur le quatuor, désormais mené par Pablo Castrillo, accompagné d'Ivan Romeo, de Pello Bilbao et de Finn Fischer-Black. La lutte, le suspense, il est là pour le podium, pour les places d'honneur entre ce Giulio Ciccone et le quatuor derrière. Pendant ce temps, Pogačar, lui, s'envole tranquillement vers la victoire et le maillot de leader final. Oh, et on est en train de lâcher. Il est en train de lâcher Oscar Onley. Giulio Ciccone a fait une petite accélération et ça a suffi pour lâcher Oscar Onley. Pourtant, c'était lui qui semblait le plus fort lors de l'attaque de Pogačar. C'est lui, mais peut-être que justement, il a trop donné à ce moment-là, alors que Ciccone a plus géré. Oh, et derrière, c'est Finn Fischer-Black qui, lui, lâche dans le groupe de 3. Finn Fischer-Black qui est lâché toujours par le rythme de Castrillo. Un Castrillo qui se sacrifie, qui travaille pour Ivan Romeo, pour chercher un podium, peut-être même la 2e place pour Ivan Romeo s'il parvient à s'accrocher. Ils ont toujours 16 secondes de retard sur Ciccone et Onley. Bon, c'est désormais sur Ciccone tout seul. Ciccone qui a lâché Oscar Onley. Ça sent peut-être bon pour la 2e place. Il n'avait que 10 secondes de retard sur Ivan Romeo. Donc là, pour l'instant, il les a. Plus les bonifications à l'arrivée. Ça pourrait être la 2e place au général pour Ciccone s'il continue. Oscar Onley, en plus, lui, il était plus loin. Il avait 27 secondes de retard sur Romeo. Donc pour Onley, le podium, d'autant plus qu'il vient de lâcher, s'annonce compliqué. Et il est repris, Oscar Onley, par les 3 autres, par les 3 Espagnols. Bilbao, Romeo, Castrillo, qui reviennent sur Oscar Onley. Les écarts sont pas grands parce que voilà, c'est tellement pentu. Puis il y a beaucoup de vent en plus. Il y a un vent de face qui fait que le rythme est très très lent. Mais il y a toujours 20 secondes. Et voilà, ils le reprennent. Onley, il est en difficulté. Oh là là, et l'attaque de Bilbao. L'attaque de Bilbao, juste au moment où ils reprennent Onley. Ça a tué Castrillo complètement. Et Onley, il n'a pas pu suivre. C'était juste au moment où il pensait qu'il allait pouvoir suivre. Il n'était pas capable de suivre une accélération. Et du coup, Onley, à peine repris, à peine lâché, il n'y a plus que Bilbao et Romeo, lui, a réussi à suivre l'attaque de Bilbao.
Bilbao, il était tranquille depuis le début. Il était dans la roue de Romeo. On travaillait pour lui. Et là, c'est un gros coup et ils vont revenir peut-être sur Ciccone qui n'est pas loin. On est à 2 km de l'arrivée pour Pogacar qui lui fait sa vie tranquille devant. Il a, il a 48 secondes d'avance sur Ciccone. Et Bilbao est fort, il a lâché Romeo finalement et il revient à pleine vitesse sur Giulio Ciccone. Il a franchi 20 secondes, là il y avait 20 secondes d'écart, il les a quasiment comblés en 200 mètres là. Il est revenu à pleine vitesse sur Ciccone. Et alors là, Pello Bilbao, au classement général, il était 1 seconde derrière Ciccone et 11 secondes derrière Romeo. Et donc là, la lutte pour la deuxième place est complètement relancée. Ciccone, Bilbao, Romeo qui est donc un petit peu lâché. Est-ce que Bilbao, il va contrer Ciccone au moment où il le rejoint? Là, il est immédiatement dans la roue de Ciccone. Pour l'instant, il reste dans sa roue, il ne le contre pas. Il a 1 seconde. Il a 1 seconde à prendre à Ciccone s'il veut le doubler au classement général. Et derrière, Romeo est 10 secondes derrière. C'est justement les 10 secondes qu'il a d'avance. Donc ça va se jouer à coup de seconde. Si ça en reste là, on est à 1 km 300 de l'arrivée. Du moins pour Pogacar. Pello Bilbao qui prend le relais de Ciccone désormais. La flamme rouge pour Pogacar qui est peu soucieux de ces luttes entre le petit peuple pour les places d'honneur. Entre Ciccone, entre Bilbao et entre Romeo. Le podium, ça se joue entre ces trois-là désormais, c'est sûr. Ça va peut-être se jouer finalement au sprint là entre Ciccone et Bilbao parce qu'on sait que le final est moins pentu. Il y a une petite descente et ensuite l'arrivée. Donc ça peut se jouer au sprint et aux bonifications tout simplement. 1 seconde d'écart entre les deux hommes. Celui qui remporte le sprint sera deuxième à moins que Romeo parvienne à terminer à moins de 4-5 secondes puisqu'il a 10 secondes d'avance certes, mais il y a des bonifications à l'arrivée. C'est une superbe ascension. Par contre, il n'y a personne sur le bord de la route. C'est assez étonnant. On se croirait, je sais pas, dans un pays en grève. Il y a des grandes barrières pour empêcher le public de monter sur la route, mais il n'y a pas âme qui vive. C'est assez bizarre comme image. Est-ce qu'il y aura des mondes au moins 1 ou 2 personnes peut-être à l'arrivée pour applaudir Tadej Pogacar? Je ne sais pas. Ah si, il y a l'air d'avoir au moins 20 personnes. C'est la folie. C'est la folie aux Émirats Arabes Unis pour Tadej Pogacar qui arrive tranquillement, facile. Il était le grand favori. Qui est Jevine ou pas Jevine, ça change pas grand-chose au final. Il est tellement fort, il est trop fort pour tout le monde. Et se permet de taper la main aux 2-3 supporters qui sont là. Alors qu'il vient de faire une montée comme ça. Non mais c'est incroyable. Il va s'imposer. Ça va être sa 3e victoire au classement général de l'UAE Tour. Il peut rezipper son maillot rouge. Il s'impose. Grand sourire. Facile. Personne pour lutter contre lui. On va pas se mentir. Il n'y a que Vingegaard. Il n'y a vraiment que Jonas Vingegaard qui peut faire quelque chose. Et désormais, c'est la lutte pour la 2e place entre Bilbao et Ciccone. C'est celui qui s'impose, qui sera 2e. C'est pour l'instant Ciccone qui a surpris dans le virage. Mais après la descente, ça remonte. Mais Ciccone semble plus fort. Bilbao qui s'accroche, mais ça va être Ciccone. Ça va être Giulio Ciccone. Romeo a l'air plus loin. Attention, il y a un dernier énorme virage pour finir. Mais ça va être bon. C'est Giulio Ciccone qui prend la 2e place et qui terminera 2e du classement général. Bilbao termine 3e et devrait finir 3e du général. Où est Romeo? Il donne tout, mais il est plus loin. Il est plus loin, Ivan Romeo. Par contre, Romeo, il va se consoler. Non, il fera pas podium, il fera 4e. Mais il devrait se consoler avec le maillot jaune, avec le maillot blanc de meilleur jeune pour Ivan Romeo qui passe la ligne à l'instant. 52 secondes derrière Tadej Pogacar, le grand vainqueur. Allez, la 5e place désormais pour Oscar Onley qui a un petit peu lâché dans le final, qui termine finalement 5e. Pas de podium pour Onley. Derrière, c'est Pablo Castrillo qui fait un gros boulot, qui a fait un énorme boulot même pour Romeo. Et malheureusement, ça ne payera pas puisqu'il n'y aura pas de podium pour la Movistar. Mais on a appris à les découvrir, ce duo Castillo-Romeo. On devrait les revoir cette saison. C'était beau. Et puis l'arrivée de Finn Fisher-Black. Alors Finn Fisher-Black, par contre, il a déçu. Finn Fisher-Black. Il arrive seulement maintenant en compagnie de Junior Le Cerf qui va lâcher dans le final. Mais voilà, c'est décevant pour Finn Fisher-Black qui prend la 7e place de cette étape. À plus de 2 minutes de Tadej Pogacar. Par contre, pour William Le Cerf, c'est une belle 8e place. Patrick Conrad qui arrive maintenant. L'autre coureur de la Lidl Trek qui n'a pas pu trop aider Ciccone finalement dans le final. Mais il vient faire une belle 9e place. Allez, qui c'est qui va finir le top 10 de cette étape? C'est ce coureur absolument inconnu. J'ai jamais vu son nom. Le coureur de l'Alpecin de Konak, Ramses
Déjà, c'est génial de s'appeler Ramsès. Ramsès De Bruyne, un Belge, je suppose, qui vient faire 10e de cette étape. Alors là, qui est Ramsès De Bruyne? Magnifique top 10, il termine à 2 minutes 53 de Tadej Pogačar. La victoire donc de Tadej Pogačar, sa deuxième victoire sur cette UAE Tour. 2 victoires pour Milan, 2 victoires pour Merlier, 2 pour Pogačar et 1 pour Joshua Tarling. Il s'impose au final avec 33 secondes d'avance sur Ciccone et 35 sur Pello Bilbao. Le top 10, ça on vient de le dire, Ivan Romeo, Oscar Onley, Pablo Castrillo, Finn Fischer-Black, Junior Le Cerf, Patrick Conrad et Ramsès De Bruyne. Harold Terrada pour Astana termine 11e et puis, alors là, devinez qui fait 12e. C'est encore plus une déception, je pense, pour lui parce que c'est Lennert Van Etvelt qui était dans le peloton relégué à 3 minutes. Eh bien, il va finir 12e de cette étape. Il a dû faire l'ascension à fond malgré tout. Il termine à 3 minutes 55 de Pogačar. Autrement dit, il aurait été dans ce groupe-là de tête. Il aurait très bien pu aller chercher peut-être au moins la 2e place. Il aurait été dans les mêmes temps que Ciccone ou Bilbao à coup sûr. Et donc là, c'est vraiment une déception pour Van Etvelt. Il est accompagné là, de Georg Steinhauser et de Michael Storer. Donc c'est deux autres coureurs qui ont été surpris, qui finissent ensemble à 3,55 de Tadej Pogačar. Ils ont fait l'ascension à fond malgré tout pour essayer d'être le mieux classé au général, alors que tous les autres coureurs qui étaient pris, comme Bruno Armirail, qui s'est fait doubler, il finit 17e. Jay Vine, qui était lui aussi dans le groupe des retardés, termine 18e par exemple, tout comme Félix Gall, qui lui aussi était dans le mauvais groupe, qui termine 22e malgré tout. Ils ont fini finalement bien classés alors qu'ils étaient tellement en retard. Ils se sont fait avoir là, ça s'est joué en début d'étape, aux alentours du 100e kilomètre, là, ce coup qui a donc piégé quelques coureurs. La bordure, elle a eu lieu aujourd'hui et elle a eu lieu jusqu'au bout. Souvent on voit des coups de bordure mais au final ça se regroupe. Et aujourd'hui, alors que c'est redescendu jusqu'à 45 secondes, ça ne s'est pas regroupé. Un mot sur le dernier de l'étape. Aujourd'hui, c'est un coéquipier de Tadej Pogačar, c'est Mikkel Bjerg, le Danois, qui termine 117e et dernier à plus de 30 minutes de Pogačar. Il y a eu pas mal d'abandons lundi, Chris Froome, Niklas Beren, Arvin De Klein, Torsten Train. Mais on a également eu un coureur de l'IF Education Easy Post, Jack Rugting-Gray, Adrien Petit, le français de l'Intermarché Venti qui était tombé, ainsi que Daniel Maclay de la Tisma, de la Visma Lease Bike, et Michael Zilliard de la Tudor. Voilà quelques coureurs qui n'ont finalement pas fini cette UAE Tour, qui abandonnent lors de la dernière étape. Classement général, victoire de Pogačar, évidemment. 3e succès sur le Tour UAE après 2021 et 2022. C'est déjà la 91e victoire de sa carrière. Il s'approche à grands pas de sa 100e. Ça sera cette saison, sa 100e victoire, c'est sûr à 100%. Il devance au classement général. On retrouve un petit peu le classement du jour. C'est Ciccone qui fait 2e à 1,14. Pello Bilbao, 3e à 1,19. Ivan Romeo, 4e. Oscar Onley, 5e. La 6e place pour Finn Fischer-Black. La 7e pour Pablo Castrillo. Junior Le Cerf qui fait une bonne opération là au classement et grimpe en 8e position devant Harold Terrada. Et Patrick Conrad qui complète le top 10. La déception pour Lennert Van Etvelt, le tenant du titre, qui finit finalement 11e de ce classement général. Déception évidemment pour Félix Gall, seulement 18e, qui était également un des favoris, ou pour, Esteban Chavez, seulement 25e. Joshua Tarling a complètement craqué lors de cette dernière étape. Il était 2e au départ du jour. Il finit 21e. Juste derrière le premier français, Bruno Armirail, qui vient arracher la 20e place aujourd'hui. C'est pas mal. C'est un bon résultat pour Bruno Armirail, premier français. Et puis, on va s'intéresser au dernier de ce classement général. Voilà, il a fini. Il n'a pas abandonné. C'est Sébastien Colze-Changizi qui termine 117e et dernier à 58 minutes et 47 secondes de Tadej Pogačar. On respecte ceux qui, même si on ne les voit jamais à l'avant, ils font autant de kilomètres que les autres. Donc, ils méritent d'être cités. Au classement par points, la victoire, elle est pour Jonathan Milan, qui devance finalement Tadej Pogačar, qui fait 2e et qui double Tim Merlier
sur le fil dans ce classement qui ne fait que troisième. Il fait troisième devant Georgi Djuric et Carlos Samudio qui font quand même 4 et 5 de ce classement du maillot à points. Le maillot noir, on l'a dit, il est pour Georgi Djuric de la Team Solution Tech Vinifantini devant Carlos Samudio et Emanuele Tarozzi. Merci, hein. Merci à eux de nous avoir animé toutes ces étapes. C'était génial, cette course dans la course, là, ce duel pour ce maillot noir qui nous a surpris et qui nous a passionnés et qui revient au Serbe Georgi Djuric. Et puis le maillot de meilleur jeune qui revient donc à Ivan Romeo, l'Espagnol de la Movistar, que l'on a découvert aussi sur cette UAE Tour et que l'on devrait revoir dans le futur. Ça a l'air d'être un très bon coureur, Romeo, à la fois en montagne et sur les contre-la-montre. Il devance dans ce classement Oscar Only de 44 secondes et Finn Fischer-Black de 1 minute 17. Il est suivi en 4e et 5e position par Pablo Castrillo et Junior Le Cerf. Et ben voilà, c'était l'UAE Tour, c'était génial, on a eu plein de trucs au final. Il s'est passé quasiment des trucs un petit peu fous tous les jours, entre aujourd'hui la bordure, on a eu l'échappée de Pogacar, on a eu la lutte fratricide entre les deux équipes italiennes pour le maillot noir, et on a eu par contre des sprints, on a eu des sprints géniaux, voilà, les victoires de Merlier et de Milan qui ont à chaque fois surpris Philipsen, qui n'a pas réussi à remporter d'étape, Jasper Philipsen, ça c'est la petite surprise. Pas de surprise par contre, c'est la victoire finale et attendue de Tadej Pogacar qui est en forme, tout va bien, c'est pas une surprise évidemment, il n'y avait personne pour se frotter à lui, pour se mêler à lui sur cette UAE Tour, mais ça sera pas toujours comme ça, faut pas le croire, ça sera pas toujours comme ça, et puis voilà, il a bien joué, ils ont bien joué la Team Emirates, et c'est une belle victoire, une de plus au palmarès de Tadej Pogacar. Le prochain rendez-vous, c'est une classique, alors là on oublie la chaleur, on oublie le désert, on oublie le soleil. C'est la Belgique avec Omloop Nieuwsblad, la première classique, la première course World Tour de la saison en Europe. Ça sera froid, ça sera la grisaille, ça sera la pluie, mais ça sera le véritable début de la saison. Et pour la plupart des coureurs, voilà, le vrai week-end d'ouverture de la saison de cyclisme, c'est la première course World Tour en Europe. C'est ce week-end, c'est avec Omloop Nieuwsblad. On a hâte d'y être et après, ça va s'enchaîner pendant 6 mois, basiquement. Donc, ça va être génial. Et on y sera sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.